Bonjour tout le monde, salut. On a réussi à... J'ai parlé trop vite, on n'a pas réussi à calmer Suki. Suki, tu vas au panier s'il te plaît. Suki, je ne dois pas faire tes caprices. Il sait que je suis fou de sushi. Il le sait, il en profite. Ça fait 32 000 vues, un peu plus, sur les 3 épisodes de l'histoire de Roddy et William, qu'on ne s'est pas vu. Oui, ça fait trop longtemps. Trop longtemps. Alors, comme je disais souvent à nos abonnés, vous étiez très nombreux à me demander est-ce que j'avais des nouvelles. Oui, on s'échange de temps en temps des textos, mais comment ça va, je suis débordé, j'ai pas trop le temps en ce moment, etc. Mais le jour est arrivé, on a réussi, puis on a décidé ça comme ça, là, ce matin. Parce que si on commence à programmer à l'avance, ça ne marche pas. Bonjour, William. Ça va? Ouais, écoute, ça fait super plaisir de te voir. Donc tu le sais, je l'ai annoncé sur la chaîne. On a attendu d'ailleurs avant de l'annoncer. Roddy, malheureusement, n'est plus avec toi. Situation délicate quand même. Ouais. Alors, raconte-nous un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, s'il te plaît. Mais je vais te demander juste une demi-seconde, que j'aille chercher le chien. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas arrêter. Tu vas rester sage. Alors voilà, je vais aller le chercher. On va lui donner de se calmer ici, coucher ici là. Donc, raconte-nous un petit peu un moment qui a été difficile. Moi, je me rappelle, j'étais en train de magasiner dans un grand magasin de construction. Et puis, tu m'appelles. Ben, c'était malheureux, c'est sûr. On laissait sortir l'oiseau pendant une semaine. Ses ailes avaient poussé, même si ses ailes étaient taillées. Il avait réussi à le pousser en dedans de pas très longtemps. Ça faisait quoi? Peut-être 4 mois que j'avais l'oiseau. Puis c'était l'été, il faisait beau dehors. Puis un accident est arrivé, à un moment donné, la cage allait ouverte à cause du vent. Puis on avait amené l'oiseau dehors pour qu'il puisse absorber le soleil. Parce qu'on sait que c'est bon pour les plumes, les oiseaux, le soleil. Et puis à cause d'un coup de vent, il y a beaucoup de vent chez nous. Puis malheureusement, la cage, elle a tombé et l'oiseau est parti de peur. Puis il volait. Il volait assez bien à ce moment-là. Non, c'est un oiseau qui avait eu des ailes taillées. Les ailes taillées, oui. Parce qu'on l'a acheté dans une animalerie, c'est ça. Et donc, une fois que les ailes ont repoussé, il n'était pas traumatisé, il volait parfaitement. Il volait dehors, en fait, là, avec le vent et tout. Là. Comme je viens de le dire, le vent a poussé la cage. C'est une cage assez grosse quand même. Puis, le vent a réussi à pousser la cage. Puis, l'oiseau a réussi à voler malgré le vent. Donc, non, je crois pas que ça les affecte du tout. Okay. De mon expérience personnelle. Parfait. Et donc là, ça c'était la première fois qu'ils s'envolaient? C'est la première fois. Puis, cette journée-là, on était très très stressés, on avait peur qu'ils ne reviennent pas. Mais finalement, le soir venu, le soleil se couchait, on avait hâte qu'il revienne, mais finalement, il est revenu. Il est revenu dans sa cage, directement dans sa cage. Fermé la cage, on l'a ramené chez lui, puis il dormait. Là. Il a dormi comme un. Il était légèrement fatigué là. Ouais, il était fatigué. Okay. Sa première journée à l'extérieur, dans la nature. Ouais. Fait que, donc, la deuxième journée, j'étais un peu réticent, mais on est venu à un consensus, ma famille et moi, que peut-être que oui, il allait être capable de sortir comme ça, puis revenir le soir. Puis il demandait, l'oiseau, il volait, puis il criait, puis il demandait d'aller dehors. On a répondu à ses caprices comme il dit. Ouais. Puis, puis c'est ça, on l'a laissé partir dehors, puis à chaque jour, il revenait, puis ça faisait une semaine qu'il revenait à chaque jour. Puis la 7e journée, il est juste pas revenu. Est-ce qu'il revenait toujours à la même heure? Est-ce qu'il y avait au coucher du soleil. Au coucher du soleil. Puis on le voyait. Quand on sortait, on mettait des bruits de perruche quand on voulait le voir, puis il venait voir à l'entour de la maison. Okay. Tu pouvais voir, il était haut dans le ciel quand même, puis il partait. Il était assez vite, là. Il était rapide. C'est un oiseau assez rapide. Là. Ouais. Puis il venait voir, il venait faire un tour, il venait manger des fois, boire, s'il n'avait pas trouvé, j'imagine, dans la nature, puis après ça, il repartait. Ouais. Et la relation avec toi le soir quand il revenait, est-ce qu'il revenait sur ton doigt? Est-ce que tu avais... Non, c'était pas un oiseau très social. Là. On avait de la misère à le tenir sur le doigt. OK. Comparativement à l'expérience que j'ai ici avec Bonsaï. Bonsaï, cocassiel. Cocassiel ou calopsite, ça dépend, si on est en Europe ou au Canada. Parfait. Et là,
Pourquoi est-ce que tu t'es rendu compte que ton oiseau s'est détaché au fur et à mesure ou c'est vrai on voyait bien, même sur les premières vidéos, que c'était compliqué. C'était compliqué. Ça prenait du temps, puis il fallait avoir beaucoup de patience, puis c'était possible. On avait réussi, d'ailleurs, dans une vidéo sur la page là, YouTube. Ouais. Et aussi, j'avais réussi après ça à faire des bains et puis qu'il puisse dormir sur mon épaule pendant que j'écoute un film, par exemple. Mais ça prenait beaucoup de patience. Donc, c'était difficile. C'est un oiseau avec beaucoup de caractère. Très bien. Beaucoup de caractère. Et donc, ce jour-là, il ne revient pas. Ouais. Terminé. On cherche dans le quartier. Est-ce que toi, tu es allé dans un quartier résidentiel? Un quartier résidentiel, oui. OK. Et là, personne n'a vu ton oiseau. Je suis allé voir, sur un rayon d'1 kilomètre environ, on a mis des pamphlets qui, de 1 ou 2 kilomètres, je crois. On a mis des pamphlets pour la recherche de l'oiseau. Je suis allé voir les voisins à proximité pour leur demander s'il y avait des nouvelles et tout. Et on a eu un faux espoir, en fait. À un moment donné, on avait entendu l'oiseau. Mais c'était un autre voisin qui avait des perruches, lui aussi. Puis il me les a montrées, puis tout. Donc, c'est ça. Donc, l'expérience, malheureusement, s'est terminée là avec Wally. Malheureusement, oui. Encore une fois, hein, personne ne peut nous dire si Wally est encore vivant ou pas. Hein, donc, on ne va pas dramatiser la chose en disant qu'il est mort, parce que c'est pas vrai, on ne peut pas le savoir. C'est possible qu'il ait été trouvé par quelqu'un d'autre, que quelqu'un s'est dit tiens, j'ai un oiseau plutôt cool, parce que effectivement, même s'il avait appris à voler dans la nature, le soir, il a certainement dû aller se poser quelque part. Et puis, une perruche, quand c'est fatigué, c'est plus facile à approcher, surtout quand il a déjà été apprivoisé. Donc, on va imaginer que Wally mène une autre vie. Oui, c'est très possible parce que les voisins que j'ai parlé, souvent, ils ont dit oui, on voyait l'oiseau, ça faisait une semaine, on a déjà essayé de l'attraper. Ouais. Donc, si eux ont essayé d'attraper, ouais. Ça ne me surprendrait pas qu'il y ait quelqu'un qui ait réussi. Ben oui, c'est ça. J'ai même pas de doute là-dessus. Ouais. Mais voilà, il a fallu faire, entre parenthèses, le deuil de cette histoire. C'était une belle histoire. On rappelle quand même que c'était au tout début de l'année 2017 hein, que tu as eu Wally. Ouais. Quelque chose que tu t'attendais vraiment pas à vivre. Non, pas du tout. Okay. Et du coup, tu as été piqué un peu au bec crochu. Ouais. Hein, et puis, tu as envie de revenir dans une aventure avec un bec crochu. Ouais. Mais cette fois-ci, tu me parles d'un cocassienne. Pourquoi? C'est un oiseau un petit peu plus gros, j'imagine. C'est un oiseau que je peux avoir un petit peu plus d'interaction avec. Ouais. Donc, c'est une perruche, oui, on peut chanter, mais ça prend beaucoup de patience. Il faut que tu sois assez expert, là, je crois, pour réussir à faire chanter une perruche. Avec un cocassienne, mais on dirait que c'est un petit peu plus sur ton bord. On dirait que ça veut apprendre. Je l'ai eu facile avec cet oiseau-là. Je me compte pas un expert. J'ai eu de l'expérience avec la perruche qui m'a servi beaucoup avec l'oiseau que j'ai en ce moment. Par contre... Est-ce que tu as pu utiliser les mêmes bases que je t'avais données pour ton dressage, pour ta relation, ta mise en lien avec cet oiseau? Beaucoup de bases, pour vrai. Beaucoup de bases. Comme quoi, par exemple? Par exemple, le bain. Ouais. Le bain, de ne pas amener l'oiseau à un objet, à attendre que l'oiseau vienne à l'objet. Ouais. Plein de choses comme ça. La seule chose que j'ai pas utilisée, c'est sur le dos. Mettre l'oiseau sur le dos. J'ai peur que l'oiseau ait peur des mains après ça. OK, parfait. Qu'il fait pas confiance à ce que je vais faire avec lui. Très bien. Et en ce moment, la relation est belle, fait que je ne vois pas pourquoi. Et c'est compréhensible, hein, l'attitude de William est compréhensible parce que, si on se rappelle, c'était quelque chose de compliqué avec Roddy, avec sa première expérience, le fait d'avoir mis Roddy sur le dos, étant donné que Roddy c'était un animal très dominant et d'un gros caractère, ça a peut-être, et tu as certainement raison, ça a peut-être été la raison pour laquelle ça a été compliqué de l'apprivoiser. Il a eu comme un côté un peu rebelle. Ouais. Et voilà. Et puis, moi, je sais que ça fait partie des jeux qu'on a, de mettre un perroquet sur le dos. Puis certains vont dire qu'il ne faut surtout pas faire ça parce que, justement, ça peut le déstabiliser et lui donner envie d'être rebelle et agressif. C'est arrivé. Moi, je peux donner, par exemple, l'histoire que j'ai eue, moi, avec une perruche à l'âge de 13-14 ans, où cette perruche-là, pareil, sortait de la maison, allait faire le tour du quartier et revenait juste avant le coucher de soleil, puis ça a duré 2 ans. Elle n'est pas décédée de ça, elle est décédée d'autre chose, d'un accident domestique, dans la maison. Donc, encore une fois, chaque animal, chaque maître va avoir son histoire avec son perroquet. On ne peut rien généraliser. Non, c'est ça. Ça, je crois à ça aussi.
Parfait. Raconte-nous maintenant l'évolution, la rencontre. D'abord, il faut que tout le monde sache, puisqu'on le connaît sur la chaîne, c'est un cadeau que tu as reçu de quelqu'un de connu ici, qui s'appelle Oncle Dan. L'Oncle Dan. Ouais. On va remercier l'Oncle Dan. Il a le cœur sous la main, on sait comment il a gâté Rémi Marié lors du barbecue pour le café numéro 100 avec un superbe comment on appelle ça, parc pour oiseaux. Il a gâté Sandrine Bénézé, notre française qui est venue nous rendre visite pendant une semaine avec plein de jouets signés l'Oncle Dan. Et lorsque j'explique à l'Oncle Dan que effectivement William a perdu Body, etc., et que c'est difficile, c'est triste et tout, il n'a pas besoin de réfléchir. L'Oncle Dan lui dit il n'y a pas de problème, ça nous fera plaisir de lui donner un de nos bébés. Donc ce bébé, raconte-nous un petit peu la rencontre. Comment ça s'est passé? En fait, la rencontre, c'était plus pour Oncle Dan de savoir, pour me rencontrer moi. Hein, ça, c'était à la base, parce que c'est comprenable, si on ne va pas donner des petits bébés, on s'attache. Veux pas, on s'attache. On ne va pas donner ça à n'importe qui. Donc, première rencontre, c'était plus pour apprendre à se connaître. Puis, vers la fin de cette première rencontre, là, ils m'ont présenté les oiseaux. Il y en avait 3. Il y en avait 3, puis ça l'a donné que ça a été Bonsaï ici présent. Que c'est pas par choix, rien, parce que ça a juste à donner que c'était lui que j'allais ramener à la maison. Parce qu'il y avait plusieurs bébés. Il y avait 3 bébés, oui. Il y avait encore des œufs, là. Il y avait encore des œufs. Donc, on a bien compris, ce sont des bébés qui ont été nourris par les parents. Par les parents. Donc, EPP. Des parents qui sont apprivoisés et qui viennent facilement sur l'Oncle Dan, sur sa conjointe et femme maintenant, Carole. Et donc, on a des oiseaux qui vivent dans le meilleur des mondes. C'est un vrai petit paradis. Oui, c'est un paradis d'oiseaux. Et ils ont tous leurs ailes pleines. D'accord. Et là, c'est Bonsaï qui te choisit dans ce cas-là? C'est ça que tu vas me dire ou c'était lui qu'il fallait prendre? Bien, c'était lui qu'il fallait prendre vers la fin, mais c'est sûr qu'au début, la première rencontre, je ne savais pas entre lesquels. Je voulais un oiseau qui allait être facile d'approche. C'est ça principalement. Puis je crois que Bonsaï était un petit peu. Il était là, mais il n'était pas sur nous. Il était sur la table. Là. Il y en avait un qui volait partout, puis il y en avait un qui était vraiment sur l'épaule d'Oncle Dan. Donc c'est lui que j'avais spoté au début. Et finalement, ça l'a donné qu'on a choisi Bonsaï, puis c'est lui. Il est aussi affectueux. Tu es content de ton choix? Très content. OK. Donc qu'est-ce que tu as réussi pour l'instant à apprendre à Bonsaï? S'il est à terre, on va lui dire de nous suivre, il va nous suivre. Il va nous suivre en marchant. Il va marcher à côté de nous. On va faire des marches des fois alentour de la maison pour s'amuser. On peut lui dire d'aller au parc. Parce que oui, j'ai encouragé Oncle Dan, j'ai acheté un de ses parcs, puis c'est fabuleux d'ailleurs. Ça fonctionne très très bien. Ouais. Puis on l'évite d'aller au parc. Parce que des fois, on bouge un petit peu plus, on est dans la cuisine, puis on a peur, si jamais il est à terre. Il ne reste jamais longtemps à terre. Mais quand il est à terre, on n'aime pas ça. C'est dangereux. On l'évite d'aller au parc. Peut-être après 1 minute, 60 secondes à 2 minutes là, environ, là, allez, va-t'en au parc, va jouer. Puis il va y aller, il va au parc. Là, il apprend à faire ça. Il comprend les mots, il commence à comprendre les mots, oui. Le matin, on dit toujours la même chose en se levant. Donc, puis on a fait des petites recherches, des cocasselles. Ça commence à parler vers 6 mois environ. Puis là, il y en a 4. Donc ça commence. Des fois, on pense des fois qu'il dit des mots, on n'est pas sûr. Des fois, on le fait chanter avec les musiques. On le fait danser, on essaie un petit peu. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Parfait. Alors, on a bien compris, il marche, etc. Pourquoi? Parce qu'il a les ailes taillées. Oui. Donc, tu as pris la décision de lui tailler les ailes directement au moment où tu es allé le chercher? Ou c'est une décision que vous avez prise de façon collégiale avec Dan? Comment vous avez pris cette décision-là? C'est quoi qui t'a donné envie de prendre cette décision-là? Encore une fois, je ne me compte pas un expert en oiseaux, pas encore en tout cas. Là. Oui, c'était une décision que j'ai prise avec Oncle Dan, puis j'étais pas contre ça. Donc, on a coupé les ailes, puis on avait des raisons pour, on s'en est parlé, on en a discuté. Et puis, là, quand il était jeune, c'est ça, il descendait après avoir les ailes coupées, il planait. Pas trop, on ne voulait pas qu'il se blesse à la poitrine. Donc, de ce côté-là, c'était assez sécuritaire et tout. Tout fonctionnait. Puis là, il commence à avoir des plumes qui poussent.
Ouais. Puis il commence à voler un petit peu plus. Il n'est pas capable de monter tout à fait, mais il plane un petit peu plus longtemps là, en ligne droite. OK. Alors, il faut savoir une chose, hein, c'est que le cocassiel est un oiseau d'origine de l'Australie. Donc le Pacifique Sud, c'est un des oiseaux les plus rapides du Pacifique Sud. Oui. Okay? Il est capable de voler jusqu'à 120 km/h. Ouais. D'accord? Et pourquoi? Parce que son envergure par rapport à son poids et à la taille de son corps fait qu'il a une envergure exceptionnellement grande. Le rapport est tellement grand qu'il est capable de voler très très rapidement. Et il est reconnu dans le monde comme étant l'oiseau le plus qui se sauve le plus. Ouais. D'accord? Donc, je pense que vous avez pris toutes ces petites choses-là en considération pour décider de lui tailler les ailes. C'est ça. Avec ce qui s'est passé en plus avec l'oiseau précédent, avec la perruche qui était partie, on ne voulait pas que ça arrive encore. On ne voulait pas renouveler cette expérience-là. Ouais. Donc, on n'a pas affaire à quelqu'un qui déteste les oiseaux, bien au contraire. Tu adores les oiseaux. Ouais. Tu as fait déjà l'expérience avec l'un, et puis surtout, j'ai dit à William plusieurs fois qu'un oiseau n'est pas traumatisé comme beaucoup essaient de le raconter. Hein, surtout, des fois, ça vient de gens qui n'ont pas d'expérience, qui sont juste des gens qui aiment les oiseaux et qui disent « moi, j'aime un oiseau quand ça vole ». On aime tous les oiseaux comme ça vole, tous. Mais à partir du moment où vous décidez, vous faites le choix de faire qu'un oiseau va devenir votre compagnon, déjà là, c'est contre nature. Un oiseau n'a pas à être le compagnon d'un humain au départ, il doit être un oiseau. D'accord ? Est-ce que c'est plus difficile pour un oiseau de vivre comme ça en ce moment avec une belle relation avec William en ayant les ailes taillées ou d'avoir les ailes libres et de voler en Australie, de faire des kilomètres par jour pour aller chercher à manger au risque de se faire soit mourir de soif, soit attaqué par des prédateurs, soit des milliers d'autres raisons. Moi, je pense que c'est juste un choix et puis on aura une question sociologique à la fin pour pouvoir traiter de ce sujet. On regarde ça pour la fin. Yes. Donc, tu décides de prendre l'oiseau. Comment s'est passée la première journée? Comment tu as fait pour essayer de justement lui donner confiance? C'était quoi tes gestes? C'est ça que les gens veulent voir. Il y a des gens là qui vont aller taper sur Internet comment apprivoiser un cocassiel. D'accord? Donc, on ne parle pas de l'élever, de le sevrer ou quoi. Non, on parle de la première approche. Comment tu as réagi par rapport à cette expérience que tu avais déjà eue avec ta perruche? Donc, c'est sûr, on voulait bien faire cette fois-ci. Donc, on a fait très, très attention. On avait acheté une petite cage de transport pour pouvoir la porter dans la voiture, et pour pas que ça soit trop bruyant, pour pas que ça soit trop stressant pour l'oiseau. On roulait très doucement, on faisait attention des poules. Inévitable, mais on s'entend, là, avec les conditions des routes. Mais on était rendu, puis l'oiseau, il faisait bien ça. Il était alerte, il avait sa crête là, qui était bien pointue. Quand il est très haut dans les airs, ça veut dire qu'il est alerte. Il a les yeux grands ouverts et tout. Il regardait un peu ce qui se passait, mais on avait mis de la musique douce puis tout. On avait fait très, très, très attention. Une fois arrivé à la maison, le voyage d'environ 20 minutes, c'était environ 20 minutes, ça l'avait fatigué l'oiseau. Il était très, très fatigué, puis on l'avait vu. Donc on l'a mis sur une surface douce, un sofa. Okay. Et puis tout de suite, il s'est fermé les yeux, puis j'avais ma copine qui s'est tenue juste à côté de lui, qui ne le dérangeait pas, qui ne l'approchait pas et tout, était juste à côté. Et puis à partir de ce moment-là, il avait réussi à fermer les yeux. Il va attaquer ton micro, attention. Il y a quelque chose que ça l'intéresse. Puis donc c'est ça, il avait réussi à fermer les yeux pour s'endormir. Puis moi, j'avais construit sa cage pendant ce temps-là. Donc, puis tout pendant ce processus-là, on faisait attention qu'il n'y ait pas rien qui tombe, quelque chose qui pourrait faire sursauter, c'est ça. Pour lui donner confiance, quoi. Parfait. Ouais. Et ton premier moment où tu le prends dans les mains, etc., tu as attendu le lendemain? Comment ça s'est passé? Non, tout de suite, en fait. On a commencé tout de suite, mais sans trop le forcer. Est-ce qu'il avait une cage déjà préparée pour lui? Comment ça s'est passé, ça, la cage? J'avais préparé sa cage, il fallait que je la construise. Là, donc, le temps qu'il se reposait, j'avais construit sa cage. OK, parfait. Puis, non, je m'en souviens plus exactement, mais on n'avait pas attendu. Là, il n'y avait pas de règlement. OK. Parce qu'il y a des gens qui disent que quand on reçoit un oiseau, il faut le mettre dans sa cage une semaine, des fois, voire 2 semaines, pour qu'il s'habitue, qu'il s'acclimate, etc. Et j'ai expliqué dans des cafés que cette règle, pour moi, elle n'a pas lieu d'être, puisque pour chaque oiseau, vous devez avoir une attitude différente selon comment l'oiseau va réagir.
Et donc, toi, tu as eu une relation tout de suite, une relation avec ton oiseau. Je me suis dit, l'oiseau, il perd ses parents dans un sens, c'est sûr, c'est la nature. Là. Ils sont habitués, sont programmés pour ça, si tu veux. Il perd ses parents, puis il perd aussi Oncle Dan, Carole et tout. Exactement. Les frères et sœurs. C'est ça. Puis il se retrouve tout seul. Mais je me sentais mal de le laisser tout seul dans cette situation-là. Donc tout de suite, j'ai montré que j'étais là pour lui, qu'on était là pour lui donner de l'amour. Et puis sans trop forcer la note, juste lui démontrer qu'on était des gens doux, des gens accueillants. C'est ça. Ouais. Alors tu n'as pas commencé à jouer de la batterie devant lui. Non, c'est ça. On faisait attention au bruit. Pas de musique rock, pas là, tout de suite. C'est ça. Okay. Et puis au fur et à mesure, là je te vois parler à côté de lui, tu parles avec un bon volume, puis ton oiseau il n'a pas l'air du tout. Il s'est habitué au fur et à mesure à son nouvel environnement. Oui, c'est ça. Comment c'est la relation entre lui et ta copine, lui et tes parents? Est-ce qu'on voit une différence? Est-ce qu'il a déjà, à 4 mois, choisi son maître? Choisir son maître, ça va dépendre, je ne sais pas encore. Okay. On a des tendances à penser qu'il serait plus porté à venir vers moi si mes parents et ma copine sont tous dans la même pièce. Okay. Mais ça va toujours dépendre. Des fois quelqu'un va être plus proche d'une source de chaleur ou de la lumière, il va faire plus clair là. C'est vraiment, il va décider, mais on n'est pas sûr encore s'il a choisi quelqu'un. Okay. Par contre, très facile d'approche. Très facile d'approche de nous trois. Ouais. Sinon, si c'est quelqu'un de nouveau, ça va pas prendre très longtemps, mais il va quand même avoir une petite réticence. Une réticence. Ouais. Il a déjà. Alors, il faut savoir que chez l'être humain, il faut attendre 8 à 9 mois avant que l'enfant puisse marquer, se rendre compte de la différence entre son environnement habituel et des étrangers. D'accord? C'était de l'autre côté. Et des étrangers. Donc pour un oiseau, c'est pareil. Ça va prendre moins de temps, mais effectivement, il va y avoir ce petit temps d'adaptation avant de créer son petit monde et d'avoir des gens en qui il a confiance et faire la distinction avec des étrangers, des gens qui arrivent. C'est ça. Parfait. Au niveau de la nourriture, comment que ça s'est passé? Comment le nourris-tu? Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Raconte-nous un petit peu. Ça, c'était très important pour nous, la nourriture. Cette fois-ci, on voulait vraiment faire attention à sa diète. Donc, faire attention à ce qu'il mangeait et puis faire attention à ce qu'on lui donnait aussi, là, en termes de nutriments, de vitamines et tout le reste. Là. Donc, j'ai fait des recherches sur Internet. J'ai aussi fait des recherches en allant au vétérinaire, demandant en personne à un vétérinaire spécialisé en oiseaux pour lui demander c'était quoi qui était bon là-dedans. Puis en même temps, j'avais du feedback de toi qui m'avait aidé un petit peu avec ça là, au tout début. Et puis, c'est vraiment juste d'avoir, pas juste des graines, là. C'est vraiment quelque chose de complet. Là. Ouais. On fait attention, on a une liste, on sait exactement qu'est-ce qu'il ne peut pas manger. Et puis, on fait attention avec ça, mais non, il est assez gâté. Là. OK. Ouais. Puis donc, moi, comme je l'ai déjà dit, autant je suis fermé à ce qu'on donne 100% d'extrudé ou de moulé ou de croquettes, autant on peut en donner un petit peu. Est-ce qu'il mange un peu de croquettes? Est-ce que tu lui as donné un peu d'extrudé ou pas du tout? Est-ce que des extrudés ou des croquettes pour oiseaux? Les grosses croquettes, non, on n'a pas donné ça. Non. Toi, tu lui donnes que de la graine? Des fruits? Des fruits sans... séchés? Déshydratés? Ouais, ça c'est super bon, mais il ne faut pas qu'il y ait de graines à l'intérieur des sans fruits. Pépins. C'est sans pépins, c'est ça. Sans pépins, tout à fait. OK. Et donc, il aime tout ou est-ce qu'il a déjà fait son petit choix? Il a déjà une petite idée de ce qu'il préfère? Il y a quelque chose qui récemment il n'avait pas aimé, mais ça va me revenir tantôt, là, mais il y a quelque chose récemment. Je pense que c'était une banane. Ouais. C'est un oiseau assez curieux. Puis on voulait pas lui donner la banane. C'est quelqu'un l'entour de la table, mon père en fait, qui mangeait la banane le matin, puis il était curieux, puis on s'est dit, bon, c'est pas dans la liste de choses toxiques ou quoi, là. Donc, il a essayé, puis il n'a pas aimé ça, pas du tout. Tu l'as vu tout de suite, puis il n'est plus jamais revenu. Plus jamais revenu là-dessus. Ouais. Souvent, la banane, ce qui les bloque, c'est la texture. Ouais. C'est une petite texture un peu purée, un peu pâtée. C'est ça. Ils n'aiment pas ça. Ouais. OK, ça c'est normal. On va parler maintenant de la relation de ton oiseau avec l'eau. Ouais. On se rappelle qu'il y avait eu, ça avait été compliqué au début avec l'eau, puis on avait réussi. Raconte-moi un petit peu cette relation avec l'eau. Donc au début, ben c'est ça, c'est toujours avec n'importe quel oiseau, je pense, la première relation avec l'eau, c'est la patience. Ça prend beaucoup de patience pour... l'oiseau va être curieux, puis la curiosité va prendre le dessus. Il va vouloir aller voir c'est quoi l'eau exactement.
Sauf que les premières expériences, des fois, ils vont juste se tremper le bec, puis ils pensent que, tu sais, nous, on sait qu'on veut lui donner un bain. Lui, il ne sait pas nécessairement l'oiseau, là. Donc, il va se tremper le bec. Ah, OK, je sais c'est quoi. Puis, après ça, il s'en va, là. Il ne veut plus rien savoir du bain, là. Donc, le problème qu'on a eu avec Bonsaï, c'était un petit peu plus ça, là. OK, on lui présentait l'eau, on lui laissait le temps. Une fois qu'il allait dedans, il se trempait un petit peu les pieds, il se trempait le bec, il faisait aller ses ailes et tout, puis ensuite, c'était terminé. Donc, on avait une petite machine à vapeur. Oui. On a fait. Donc, on avait mis dans un ruminisateur. C'est ça, exactement. Ouais. Et puis là, il avait adoré ça. Il avait adoré ça. Il était resté là, il a fermé ses yeux, puis il restait là, il avait gonflé ses ailes. Pour montrer, parce qu'on sait que quand les oiseaux ils gonflent leurs ailes, c'est pour que l'eau pénètre. Exactement. Sous les plumes, hein? C'est ça. Il avait ouvert ses ailes et il restait là. Et puis il adorait ça. Puis depuis ce temps-là, on n'a plus de la misère à faire le bain. On fait juste dire, est-ce qu'on prend notre bain? On va prendre notre bain. Puis on y verse un petit peu d'eau dessus. Puis il va ouvrir ses ailes complètement. Il ouvre toutes ses plumes, il ouvre ses ailes. Ouais. Il adore ça, les bains, là, maintenant. Ouais. Oh, il faudrait qu'on ait des vidéos. Ça faudrait qu'ils nous prennent des vidéos. Ouais, il faudrait. Ouais. Je vais demander de l'aide. On va montrer aux abonnés avec ces quatre. Ouais. Formidable. Donc, on a un oiseau. Ça fait combien de temps que tu l'as? 3 mois? 2 mois? 4. Il a 4 mois ou tu l'as? Il y a 4 mois. Il a 4 mois? 3 mois et demi, 4 mois à peu près. Là. Ouais. Tu l'as eu tout petit, là? Ouais, il était petit. OK. Il avait, ses plumes avaient eu le temps de pousser et tout. Là. OK. Donc, je ne sais pas à quel âge qu'il avait. Parfait. Je pense que quand tu allé chercher, il devait avoir 1 mois et demi. 1 mois et demi? Un mois et demi, à peu près 6 ou 7 semaines. OK. Puisqu'il était sevré. Donc, si ça fait 4 mois que tu l'as, il a presque 6 mois. Là. Il va avoir, il donne à peu près 5 mois, j'imagine. OK. Ouais. Parfait. Donc, voilà. Ça s'est bien passé. Est-ce que tu penses que, au niveau de cette relation-là, tu as envie d'embarquer ou tu es déçu ou au contraire non, mais non, pas du tout. Mais non, c'est rendu notre petit bébé, puis toute la famille au complet a tombé en amour avec. Puis, pourtant, vous n'avez jamais eu d'oiseau avant Roddy, là? Non. Aujourd'hui, tout le monde l'aime. Tout le monde l'aime, oui. Au niveau de l'environnement, chez toi, on joue de la musique, on écoute la télé, etc. Est-ce qu'on a changé ces habitudes-là? Est-ce qu'on met la musique moins fort? Non. Ou est-ce que l'oiseau est complètement imprégné de tout ça? C'est de prendre le temps de montrer à l'oiseau c'est quoi les bruits. Parce que oui, les bruits qui sont pas normaux ou des fois un petit peu plus aigus ou des fois un petit peu plus grave, exactement. C'est ça. C'est là que l'oiseau va se poser des questions. Là, tu vas voir, sa respiration, elle commence à aller un petit peu plus rapidement, puis la crête est bien pointue, les yeux grands ronds, puis on va éviter ça un petit peu. Donc, quand je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'allumais la lumière, ça le faisait peur, là, j'ai dit, bon, je vais aller lui montrer c'est quoi qui fait le tic, le tic du l'interrupteur, exactement. Et puis depuis ce temps-là, ben, il n'a plus peur. Mais avant ça, il faisait toujours le saut. Donc, c'est juste de prendre le temps. La batterie, même chose, mon père, il joue la batterie. Donc, à chaque fois qu'il jouait la batterie, on l'entendait dans toute la maison. Je ne veux pas, c'est un instrument assez bruyant. Puis, il n'aimait pas ça. Il se tenait proche de nous, puis il était stressé quand même. Donc, je lui ai montré c'était quoi qui faisait ces bruits-là. J'ai montré tous les bruits que ça faisait, tous les bruits que la batterie pouvait faire. Et puis, depuis ce temps-là, ben, c'est correct. C'est juste de savoir c'est quoi. Même les jeux vidéo. Les jeux vidéo, des fois, ils vont avoir des petits bruits pas normaux qu'on entend dans la maison tous les jours. Puis, ça le stressait un petit peu, mais maintenant, juste à force de lui montrer, qu'on est là pour lui, qu'on est à côté, pendant que ça se passe, mais il n'y a pas de problème. Ça se passe bien. Oui. Donc, une nouvelle vie commence avec notre ami Bonsaï. Oui. Bonsaï va avoir les ailes qui vont pousser, hein. Il y en a une qui a poussé, hein, plus d'un côté que de l'autre. Hein. Donc, déjà, sur le même oiseau, c'est pas régulier entre la droite et la gauche. Ça, c'est intéressant comme observation. Pourquoi? Parce que des gens me disent combien de temps ça met pour pousser les plumes. Vous voyez, entre la gauche et la droite, là, c'est clair qu'il y en a une qui est déjà finie, et de l'autre côté, il n'y a aucune plume qui a repoussé. D'accord? Vous pouvez le voir à l'image en même temps que je vous parle. Donc, quand je vous dis qu'une repousse de plumes peut prendre des fois 3 semaines, 2 mois, 6 mois, voire même des fois 1 an, ça dépend encore une fois de l'oiseau. Et là, vous avez un oiseau qui a une plume, la rémige extérieure qui a complètement repoussé. Comment ça va se passer?
lorsqu'il aura toutes ses plumes, est-ce que tu vas lui laisser l'opportunité de voler complètement, ou est-ce que tu as l'intention plutôt de régulièrement lui tailler les plumes pour qu'il ne goûte pas à ce plaisir-là? C'est quoi ta réaction? Donc moi, ma réaction avec l'expérience que j'ai eue, avec l'oiseau précédent et avec Bonsaï aussi, c'est que je vais tailler les ailes un petit peu moins qu'il était au début, mais pas assez pour qu'il puisse voler. Prendre de l'altitude. Oui, c'est ça. OK. Parce que c'est arrivé avec Bonsaï qu'il était. À un moment donné, c'est devenu tout noir, on n'avait pas pensé. Là. Il était sur son parc, puis on avait éteint les lumières après avoir écouté un film. Là. Puis. Tu parles de Bonsaï, là? Hein? Oui, je parle de Bonsaï. OK. Et puis, le temps qu'on ferme les lumières et qu'on ouvre un autre, il faisait sombre dans la maison. Et puis là, à partir de ce moment-là, un déclic, il est parti sur la panique, puis il est parti à voler. Puis je me suis demandé ça allait être quoi le dégât de cette même expérience-là pour l'oiseau s'il y avait les ailes à pleine capacité. Là. Ouais, il se serait tapé quelque part. C'est ça, exactement. C'est arrivé, là, ça arrive moins là, ces temps-ci, mais au début, quand il n'était pas trop sûr encore avec les sons et tout, il partait comme pour la fenêtre, là, parce qu'il voulait sûrement voir c'était quoi qu'il y avait là, mais il partait pour la fenêtre, puis s'il y avait les ailes à pleine capacité, je ne sais pas, pour son coup. Alors, c'est intéressant ce que tu viens de dire encore une fois, William, c'est pour ça que j'ai vraiment un grand plaisir de te recevoir à chaque fois. C'est quoi qui est le plus traumatisant pour un oiseau, qui, attention, on le répète, est prévu pour vivre en votre compagnie, dans votre environnement à vous. On a bien à l'esprit qu'on ne parle plus d'un oiseau qui va être fait pour vivre dans la nature. Qu'est-ce qui est le plus traumatisant? Profiter de son parc, profiter de son humain, profiter de tout ce qu'il a autour de lui, de l'alimentation qu'on lui donne, etc., avec les ailes taillées, ou d'avoir toutes ses ailes et de se prendre la baie vitrée, ou justement de prendre le large, de s'en aller loin, et de se retrouver à se faire écraser, à se faire manger par un animal sauvage ou n'importe quoi. C'est quoi qui peut être le plus traumatisant? Lorsque j'entends des gens qui viennent me dire à moi que sur la vidéo que nous avons faite, qui a fait plus de 30 000 vues, c'est tous les jours j'ai un message d'insulte. Ouais, vous êtes vraiment incroyable, vous avez rien compris, vous extropiez vos oiseaux. Votre oiseau est extropié. Non. C'est comme si vous coupiez la jambe d'un enfant. Non. Non, parce que si vous coupez la jambe d'un enfant, elle ne repousse pas. Elle ne va pas se remplacer. Il n'y a pas une autre jambe qui va pousser à côté pour prendre sa place. Donc, oups, attends, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe ici. Excusez-moi, c'était technique, là il fallait remettre la batterie dans la caméra. Donc, c'est quoi qui est le plus traumatisant? Est-ce qu'on expropie un oiseau lorsqu'on lui taille des plumes? Est-ce qu'on expropie un enfant lorsqu'on lui coupe les cheveux? Non. Ce qui se passe, c'est que, et c'est là où la question sociologique arrive, c'est qu'est-ce qu'on veut comme environnement pour son oiseau, psychologique, affectif, émotionnel et géographique. Qu'est-ce qu'on veut comme environnement pour cet animal avec qui on va partager notre vie pendant plusieurs années? Et qu'est-ce qu'on doit faire pour que ce soit le plus facile et le mieux adapté pour cet oiseau? D'accord? Et après, encore une fois, bravo à ceux qui ne coupent pas, qui ne taillent pas les plumes des ailes de leurs oiseaux. Hein? Encore une fois, moi, j'ai la chance d'avoir Jackson qui sait très bien voler, mais qui n'aime pas ça plus que ça, et qui fait que je me permets, moi, de garder toutes ses ailes, toutes ses plumes, mais ça ne veut pas dire que je suis meilleur ou plus méchant ou plus gentil que William dans cette idée-là. Il faut savoir une chose, pour pouvoir créer le lien, à chaque fois, c'est un conseil que je donne de tailler les rémiges, comme je l'ai fait le premier été où j'ai eu Jackson. Pourquoi? Parce que il faut que ce lien soit assez fort pour que votre oiseau, si jamais il s'envole, il a envie de revenir. Et le lien n'était pas assez fort avec Wally, malheureusement. Alors là, les gens disent, oh, mais alors, vous avez voulu commencer à comparer la taille des ailes avec le fait de couper la jambe à un enfant. Sauf que l'humain commence à marcher à 1 an. Il prend 1 an pour créer le lien avec vous, pour créer le lien avec son père et sa mère. Et encore,
Un enfant, quand ça commence à marcher à quatre pattes, qu'est-ce qu'il fait? La première chose qu'il fait, c'est s'éloigner. Et là, vous courez après. Et là, viens ici, mon bébé. Et là, vous lui dites, attention, là-bas, il y a un danger. Attention, tu vas tomber dans les escaliers. Attention, ok? Mais vous avez la possibilité de l'attraper parce que c'est un humain. Mais quand c'est un oiseau puis qu'il est au-dessus de votre taille, comment vous faites? Donc, cette idée-là de dire que, effectivement, on peut tailler les ailes des oiseaux, c'est aucunement quelque chose pour être mauvais ou méchant. C'est tout simplement parce qu'on est en train de préparer l'animal à ce pourquoi on a décidé de le prendre. Donc, question sociologique, est-ce que tu penses d'abord que ce que je dis a du sens, hein? Et quelle est, toi, ton argumentation là-dessus? C'est quoi? En fait, tu l'as dit, Benny, là, c'est selon la situation, voyons. La situation la mieux adaptée. C'est ça. Puis avec chaque oiseau, puis avec chaque humain, quoi, ça va être différent. Ça dépend de l'atmosphère, ça dépend si tu habites en campagne, il y a moins de chances de... Si tu laisses l'oiseau sortir, là, par exemple, là, si tu habites en campagne, il y a moins de chances qu'il ne revienne pas à cause qu'il se fasse écraser ou quelque chose comme ça. Il n'y a rien autour. C'est ça. Par contre, dans un milieu urbain, c'est différent. Donc, c'est tout le temps du cas par cas. Et puis, c'est ça qu'il faut prendre en considération. Il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise réponse, selon moi. Et puis, pour les gens qui m'écoutent en ce moment, vous n'êtes pas obligés d'être d'accord avec ce que je dis, mais selon moi, c'est comme ça que je vois ça. Pour ajouter à ça, la nature, elle s'adapte, peu importe. La nature, il n'y a rien qui dit à un oiseau quand ça ouvre les yeux pour la première fois, donc ça c'est bien, ici ça c'est mal, fais ci, fais ça. Non, c'est de l'instinct qui va favoriser la majorité des oiseaux. Là. On parle des oiseaux. Là. Donc, qui va favoriser la majorité des oiseaux. C'est pour ça qu'un oiseau va se comporter d'une certaine manière. Maintenant, comme tu l'as dit, on les détache de cette nature-là et puis on les amène dans nos maisons. Donc, c'est une différente réalité. Encore une fois, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal pour la nature, un oiseau. L'oiseau va s'adapter. Donc, si nous, avec l'intelligence qu'on a, un oiseau, ben, on lui a donné les ailes pour sa survie, alors nous, on a donné l'intelligence. Okay? On utilise notre intelligence pour sauver, pour prévenir les dégâts que nous, on est capable de prévoir à l'avance pour protéger notre oiseau. Donc, ça dépend toujours, c'est du cas par cas. Donc, on sait avec Jackson, elle n'aime pas ça voler. Et puis, il y a un fabuleux lien d'attachement qu'il y a avec toi, qui va faire que, bon, tu es capable de laisser les ailes pousser, puis il n'y a pas de problème. Avec le mien encore, mais pour l'instant, je vais tailler les ailes. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Il n'y en a pas de bien, il n'y en a pas de mal. C'est la nature. La nature va s'adapter avec ce qu'elle a. Puis, il n'y a aucune répercussion. On l'a vu avec Rowdy, on l'a vu avec Bonsaï. L'oiseau va savoir pareil voler. Il va savoir quand même voler. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, c'est votre bataille rendu là. Mais selon moi, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Et puis, la nature va s'adapter à l'environnement qu'on lui a donné. Exactement. Dans la nature, et c'est ce que j'explique assez souvent, il y a des oiseaux qui tombent du nid. D'accord? Et parce qu'ils vont tomber du nid, du coup, ils vont être traumatisés, ils vont avoir peur de voler. Pourquoi? Parce que leur première expérience a été, je suis tombé du nid. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont grimper à l'arbre, ils vont monter dans les arbres, et puis ils vont se débrouiller pour se cacher, et ils vont vivre une vie. Hein? Alors c'est certain que selon l'environnement, encore une fois, ça peut encore changer, ils vont vivre plus ou moins longtemps. Il y a des oiseaux qui sont capables de vivre sans voler. Okay? Mais c'est vrai qu'au départ, sa vie c'était de voler. Alors les gens diront, mais ça dans la nature, ils aiment tous voler. C'est pas vrai. Sauf qu'un oiseau qui ne sait pas voler, il va se cacher. Il va se protéger d'une autre façon, puisque lui, il ne peut pas voler. Donc comme tu l'as dit, il va s'adapter à son état et du coup à son environnement qui lui permet de survivre. Et il va se cacher, donc vous n'allez pas le voir, ou malheureusement, il sera à terre et il va se faire attaquer plus facilement par un prédateur. Donc, c'était important pour moi qu'on parle de ça, parce que ça fait un moment qu'on voulait aller sur ce sujet-là. Et j'ai envie de souligner quelque chose, William.
Ce que j'apprécie avec ce que vient de dire William, c'est la douceur avec laquelle il l'a dit, la gentillesse, son amour pour les oiseaux, pour les animaux, transparaît dans sa façon de parler. Contrairement malheureusement à tous ces messages que je reçois des gens qui sont contre la taille des aigles, je me dis c'est paradoxal parce qu'ils se disent, ils nous traitent nous de gens méchants, de gens qui n'aiment pas les oiseaux, des gens qui ne sachant pas vivre. Mais ce sont les mêmes personnes qui en général ont des mots violents, des insultes incroyables, une agressivité dans leur comportement, une agressivité. Alors, moi je pense qu'on ne doit pas se cacher derrière l'agressivité pour défendre quelque chose. Quel que soit le combat qu'on veut défendre, on peut le faire avec douceur. Parce que, comme tu l'as dit, normalement notre intelligence doit être suffisante pour comprendre les choses. On n'a pas besoin d'hurler, on n'a pas besoin de taper sur la table, on n'a pas besoin de passer par tout ça. Je pense que toi tu as réussi à montrer qu'on est capable d'argumenter, de dire pour comment nous voyons les choses. Et encore une fois, tu as laissé le libre arbitre et le choix à ceux qui ne pensent pas comme nous, de continuer à penser comme ils l'entendent. On ne pourra jamais tout le monde être d'accord de la même façon pour la vie. Là. Il faut avoir des débats, puis l'intelligence, c'est ça, pour pouvoir évoluer, il faut avoir des débats. Maintenant, la façon que tu apportes le débat, là, c'est là que tu démontres, j'aime pas le dire, mais c'est là que tu démontres ton niveau d'intelligence, en fait. Oui, mais de toute façon, si tu regardes bien, ces gens, souvent, malheureusement, les gens qui sont agressifs manquent beaucoup de patience. Okay? Ce n'est pas une grande qualité des gens agressifs, la patience. Du coup, quand tu n'es pas patient, tu n'as pas pris le temps d'observer. Okay? À partir du moment où tu ne prends pas le temps d'observer, eh ben, tu vas avoir une vision qui ne pourra pas être objective. Parce que pour pouvoir être objectif, il faut observer la chose dans tous les sens, dans tous les coins, selon tous les points de vue. Et à partir du moment où tu ne te donnes pas cette chance-là, alors on s'entend bien que les deux autres règles de ma chaîne, qui sont la logique et l'amour, difficile à mettre en pratique. En tout cas, je pense que vous êtes très très heureux d'avoir retrouvé William, puis moi je suis très heureux, William, d'avoir pu passer cet après-midi avec toi. Pareil, ça me fait plaisir de passer sur la chaîne, tout à fait. Je sais que tu n'as pas beaucoup de temps aujourd'hui, on va te dire au revoir, en espérant que tu vas revenir nous voir avant 6 mois, hein, parce qu'on veut voir comment ça évolue avec Banzai. Ouais. Et puis, on a quelque chose qui existe sur Internet qui s'appelle WeTransfer. J'espère que tu nous enverras quelques vidéos avec les bains de Banzai, avec son parc de jeux, avec ces choses-là. Tu me les envoies par WeTransfer et puis ça fera l'objet d'un café, comme je le propose à tout le monde de le faire. Je pourrais mettre des vidéos de Banzai. Maintenant, ça y est, on sait qui c'est. Et ça fera plaisir à tous nos abonnés de pouvoir le retrouver. Parfait. Je te remercie, William. Passe une bonne journée. Est-ce que tu avais un dernier mot à dire aujourd'hui avant de nous dire au revoir? Non, mais merci beaucoup à nos followers. Puis à la prochaine. Tu sais qu'on est plus de presque 2500. Je pense qu'on est 2500 au moment où on se passe. On est à 2496 ce matin. Ça grimpe. Et plus ça va, plus on a des gens adorables, plus on a des gens hyper respectueux et tout ça. Donc je suis persuadé qu'il va y avoir plein de questions à ton sujet. Donc prépare-toi déjà pour la prochaine vidéo. Parfait, c'est bon, je me prépare. Ciao, merci à tous, à très bientôt. Bye bye. Oh, t'as pas été trop terrible en fait, quand hein? Mais juste... Coucou.